Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan PEA du mois de mai 2025. Alors actuellement on est le 18 juin 2025 au moment où je tourne la vidéo, donc c'est un petit peu plus qu'un mois, mais c'est pas grave, on va quand même faire l'actualisation du portefeuille. Alors la première des choses que je peux vous dire, c'est que je suis repassé dans le positif. Voilà, au niveau du cumul de versements par rapport au total du portefeuille, on peut observer une légère plus-value qui est due notamment au fait que je suis passé sur le GTFF et le levier, qui m'ont donné une performance assez agréable, même si on va voir qu'il y a quand même un écart significatif de performance entre le CL2 et le LQQ. Donc pour rappel, CL2, le MSCI USA et le Nasdaq 100 en levier, les deux en levier. Et également que j'ai réintégré LVMH et construit une position plus lourde dessus, parce que j'ai de réelles convictions toujours sur LVMH, malgré que je l'ai acheté bien trop cher au début. Pour moi, on est à une opportunité qui reste assez grande. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Dans un premier temps, on va voir un petit peu toutes les transactions que j'ai fait, donc sur le mois de mai et juin. Donc voilà, j'ai acheté LVMH. Je continue à toujours baisser un petit peu le CL2, toujours LVMH, mais un petit peu de CL2, voilà, des petits montants, parce qu'on est toujours sous mon prix de revient. Donc c'est toujours intéressant par petits paliers de compléter la position. Alors, ce qui m'embête un petit peu, on va dire à court terme, c'est la remontée fulgurante de l'euro face au dollar. Pourquoi ça m'embête un petit peu? Parce que justement le CL2, il a un effet taux de change x2, ce qui fait que quand le dollar perd contre l'euro, ce qui est le cas actuellement en valorisation, ça me fait perdre de l'argent en x2. Et sur le LQQ, ça ne marche pas comme ça. L'effet taux de change n'est pas en x2, n'est pas en levier. Donc il y a un écart de performance qui est assez significatif entre le CL2 et le LQQ. Les deux ont remonté, on voit que la bourse américaine elle est quasiment sur ses plus hauts, mais du coup ça a creusé un écart. Donc là, si je prends le point bas, vous voyez, on a une performance de 32,13% sur le CL2, ce qui est très bien honnêtement, c'est super, hein. Moi je suis quand même content d'avoir fait cette performance et d'avoir pu acheter un petit peu aussi en partie au point bas pour pouvoir réactualiser mon PRU. Mais au niveau du LQQ, si on prend le point bas et qu'on fait la même courbe, on est sur du 49%, hein. Donc c'est quand même bien meilleure performance. C'est pas juste le Nasdaq 100 qui a explosé le S&P 500, non, c'est vraiment l'effet de change. Mais voilà, ça me pose pas trop de problèmes dans le sens où voilà, sur du long terme, moi je suis quand même confiant sur le dollar. Je pense que y a de grandes chances que ça surperforme l'euro. Et au pire, même s'il se passe rien, ça me dérange pas. J'ai du mal à voir un monde dans lequel l'euro, sur du long terme, va surperformer le dollar. Après, sur du court terme, c'est possible que 1 euro est égal à 1,20 ou qu'un euro est égal à 1,25. Honnêtement, je sais pas, mais je pense que sur du long terme, ça se passera plutôt bien et du coup, ça sera plus à l'avantage du CL2. Donc, pas trop de soucis à ce niveau-là. Même si, voilà, c'est vrai que l'effet de change m'a quand même fait prendre conscience que potentiellement, si on arrive à avoir un euro qui perd beaucoup de valeur d'un coup contre le dollar, et éventuellement rebalancer une petite partie de mes CL2 sur du LQQ, voilà, pour un peu moins m'exposer au taux de change. Mais ça reste à voir. Je préfère quand même avoir une majorité de CL2 et un peu moins de LQQ, ça c'est clair et net. Maintenant, voilà, ce qui pourrait faire baisser les cours de bourse à court terme, je vais vous donner un petit peu mon avis. Le conflit israélo-iran, je ne pense pas forcément que ça fasse réagir grandement les marchés. Du moins pour l'instant, les marchés ne bougent pas trop, mis à part le cours du baril de pétrole qui est bien remonté. Mais sinon, au niveau des entreprises en elles-mêmes, ça n'a pas plus d'impact que ça. Moi, ce que je pense, c'est que ça risque d'y avoir de la désescalade. Là, j'ai l'impression que ils envoient beaucoup de roquettes, que ça leur coûte peut-être beaucoup d'argent et qu'il y a très peu de missiles qui touchent vraiment les centres de Téhéran et aussi de Tel Aviv.
Donc j'ai du mal à voir un conflit qui va s'éterniser, notamment que Donald Trump il mettait un petit peu la pression pour que ces deux pays négocient. Voilà, je pense que c'est pas vraiment, ça va pas vraiment être un vecteur d'une baisse ou d'un crack boursier. En revanche, le 9 juillet, c'est la deadline des tarifs douaniers de Trump. C'est là où ça devient plus intéressant, parce que à partir de ce moment-là, si des tarifs, si des accords sont conclus, il se peut que ça remonte un petit peu, même si je pense que c'est le fait que des accords vont être faits, c'est déjà pricé en grande partie par le marché, mais je pense que ça peut devenir un petit élan. Maintenant, si on ne trouve pas d'accord, ça risque d'être un peu compliqué. Mais voilà, c'est pour ça que Ursula von der Leyen, donc ils se sont rencontrés là, récemment au G7, je crois que c'était hier en fait tout simplement, et elle en a profité justement pour tenter d'apaiser les tensions commerciales, ce qui est plutôt une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'ils ont trouvé un accord ou non? Ça c'est vraiment une question assez importante, et voilà, la prochaine pour moi deadline vraiment c'est le 9 juillet pour savoir un petit peu dans quel sens vont partir les marchés, parce que là ça peut avoir un impact assez considérable. Je crois que Donald Trump il avait parlé de à peu près 50% de taxes douanières contre l'Europe si jamais on ne trouvait pas d'accord, enfin quelque chose d'assez énorme, donc là effectivement il pourrait y avoir un impact. Maintenant, alors j'ai beaucoup renforcé LVMH, on va venir un petit peu dessus et expliquer pourquoi, un petit peu où est-ce qu'on en est, une réactualisation de mon point de vue sur le dossier. Alors on est à 460 €, donc c'est vraiment pas cher. Enfin c'est pas cher. Ça a beaucoup baissé, du moins c'est le constat qu'on peut tous en tirer. Et on est actuellement à un PER de 18,34. Et c'est là où je me dis que c'est vraiment super intéressant. Alors oui, j'en ai acheté très cher, j'en ai acheté même au plus haut, j'en ai acheté un petit peu à tous les paliers. Comme vous le savez, j'en ai vendu aussi en avril pour acheter des ETF à effet de levier, ce qui était là après coup finalement un bon move globalement. Mais voilà, je me suis dit, une fois que j'aurai acheté mes ETF à effet de levier et qui repartiront à la hausse, je renforcerai LVMH si elle ne repart pas aussi à la hausse, aussi fort que les ETF à effet de levier. C'est clairement le cas. LVMH même descend, baisse, pendant que les ETF à effet de levier US, eux, ont bien performé sur le mois d'avril. Donc voilà, au niveau de LVMH, on en est là avec un PER de 18,34. Alors attention, c'est un PER qui est très intéressant, 18,34, surtout pour une boîte de qualité, une boîte de luxe qui est juste la top 2 market cap du CAC 40. Une boîte très solide, très bien gérée, mais qui a quelques difficultés en ce moment, notamment avec le marché asiatique. Mais c'est tout le secteur qui est en difficulté, donc c'est pas vraiment une question de mauvaise gestion de LVMH en particulier. Mais je vais quand même revenir sur certaines données, notamment la notion de PER. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 18,34, il est un petit peu faussé parce qu'on a eu des résultats trimestriels là il y a à peu près un mois ou deux en 2025, mais on n'a pas eu le résultat net. Donc là, il se base sur le résultat net de décembre 2024. C'est pour ça que on est sûrement en fait un petit peu plus haut, dans le sens où là, les résultats qui sont publiés il y a à peu près un mois ou deux, on avait un résultat, enfin on avait un chiffre d'affaires qui était en baisse, et en général, c'est là où je vais faire le point, quand on a un chiffre d'affaires qui baisse, on a aussi un résultat net qui baisse. Donc le chiffre d'affaires a baissé un petit peu, mais on peut constater que voilà, entre 2023 et 2024, le chiffre d'affaires il a baissé peut-être de 2 ou 3%, mais par contre le résultat net, lui, il a baissé de facilement 15 ou 17% environ. Donc bien plus au niveau de répercussion au niveau du résultat net. Donc là, on a vu que sur le premier trimestre 2025, une baisse légère du chiffre d'affaires. On peut facilement s'attendre à, même si on a une baisse légère de 2-3% du chiffre d'affaires, peut-être moins 10% sur le résultat net, ce qui nous ramènerait à un PER de à peut-être 20 estimé, hein,
Après, je suis sûr de rien, si ça se trouve, ils vont faire un super trimestre ou catastrophique, mais c'est un petit peu du prévisionnel. Mais voilà, même si on se base sur un PER, admettons, de 20, et qu'on compare par rapport aux différentes entreprises qui sont sur le marché, 20, on serait au même niveau que Kering. Voilà. Donc LVMH valorisé autant que Kering. Donc pour moi, c'est une aberration. Enfin, je ne dis pas que LVMH est extrêmement sous-évalué. Je pense que 20, c'est un prix qui reste acceptable. Mais pour moi, comparer LVMH et Kering en termes de valorisation, je trouve ça assez fou. Et on peut voir par exemple le concurrent aussi de LVMH, Hermès, qui a un PER de 52, donc c'est toujours assez énorme, hein. Oui, la boîte est meilleure, mais est-ce que ça justifie de la payer à 52 de PE quand LVMH on le paye 20? Voilà, je suis pas sûr que ça soit vraiment justifié. Donc pour moi, voilà, ça reste une très belle opportunité en ce moment, LVMH, surtout que les marchés américains sont au plus haut, il y a à peu près toutes les actions qui sont à des niveaux de valorisation très élevés. Euh, donc je pense que ça peut être une véritable opportunité. Je voulais aussi vous parler de la Société Générale. Pourquoi? Alors c'est pas vraiment pour vous parler de la Société Générale en elle-même, c'est plus pour vous parler des effets psychologiques. En ce moment, LVMH est vraiment boudé par les marchés et moi c'est ça qui me choque un petit peu, c'est que en ce moment, vous avez plein de vidéos, certaines personnes qui disent que c'était évident que LVMH était trop cher, que c'était évident que Hermès était meilleur. Or, si vous remontez dans les vidéos d'il y a à peu près 2-3 ans, tout le monde vous disait que LVMH était l'avenir, que c'était une société magnifique, qu'il fallait absolument en avoir en portefeuille. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous disent que oh, ben, c'est pas si bien que ça finalement. Voilà, Hermès, c'est bien meilleur. Alors oui, avec le recul, effectivement, c'est bien meilleur, mais à l'époque, c'est pas forcément ce qu'on disait. Et c'est exactement le même cas pour Société Générale. Moi, je me souviens, il y a 2-3 ans, Société Générale, si vous en aviez en portefeuille, on vous considérait comme un petit peu un fou, quoi. Enfin, quelqu'un qui va faire 2 ou 3% par an. Et au final, au final, sur un an, elle a fait une superbe performance. Maintenant, moi, Société Générale, c'est pas forcément les bancaires, quelque chose qui m'intéresse, mais c'est juste pour vous parler de psychologie, hein, voilà, parce que à l'époque, tout le monde vous disait que c'était nul, vous allez faire 3% par an avec une bancaire, et aujourd'hui, si vous dites que vous avez du Société Générale en portefeuille, on va vous dire ah bah oui, t'as raison, c'est une super bancaire, ça marche très bien. Voilà, c'est souvent le cas. Euh, et effectivement, Société Générale était un petit peu sous-valorisée à l'époque, comme je pense, après ça reste mon avis, que LVMH est légèrement et on va dire assez bien valorisé en ce moment. Donc là, si on prend, voilà, on repart du price earning, on part de 20 à la base au lieu de 18,3 parce que je pense que c'est un petit peu faussé. Et on regarde un petit peu l'historique, on se rend compte que 20 de PE pour LVMH, c'est pas excessif. Là, vous avez des boîtes qui sont au plus haut, hein, avec des price earning ratios qui sont bien plus hauts. Je pense notamment à Air Liquide. Euh, vous avez un ratio cours sur bénéfice de 31. Donc pour une boîte qui a une croissance qui est raisonnable, hein, mais je ne sais pas non plus une boîte d'hyper croissance. Est-ce que ça justifie vraiment 31 de PE ratio? Je ne sais pas. Mais quand on a une boîte comme LVMH qui a quand même vendu du luxe, qui a quand même de très belles marges, qui est très bien gérée, etc. Avec 20 de PE ratio, pour moi, c'est vraiment l'opportunité sur PEA. Voilà. C'est pour ça que j'ai bien renforcé du LVMH. Voilà, voilà, c'était tout pour cette vidéo d'actualisation pour le mois de mai 2025 et aussi en partie mi-juin 2025. Euh, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle évidemment que c'est pas du tout un conseil d'investissement, c'est vraiment mon point de vue et c'est plus pour un carnet de bord pour suivre ma performance, mes convictions et voilà mon analyse, ce que j'en pense. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.